venus, si nombreux, pour une conférence de Myriam Mas, professeure de lettres, qui est déjà venue ici à Banyuls. Peut-être vous l'avez vu, elle a parlé de Kafka et d'Orwell déjà. Oui. Donc des articles intéressants, et donc elle publie une partie de ces articles dans son livre qui est présenté sur la table à l'entrée. Et donc comme on a trouvé... Le voilà le livre, enfin le petit essai qui s'intitule « L'utopie dans la ferme des animaux ». Donc nous sommes l'association Walter Benjamin qui a été créée il y a 10 ans à Banyuls, et on avait créé un prix littéraire, un prix philosophique Walter Benjamin. Et donc on a décidé cette année, puisque Myriam parle de Kafka et le philosophe berlinois a écrit un beau livre sur Kafka, nous avons décidé de lui décerner le prix Walter Benjamin 2024, qu'elle pourra mettre sur ses livres. Voilà. Pour faire découvrir un auteur local qui a de l'avenir. Oh, et qu'il y en a encore, oui. Il y a quelqu'un qui l'a mis dans son roman. Voilà. Donc, j'en profite pour vous parler de la ferme des animaux qui sera représentée à Perpignan au Théâtre de l'Archipel le 11 janvier, si ça vous intéresse. Il y a 2 représentations le 11 janvier, 14h30 et 18h. Donc c'est une adaptation du chef-d'œuvre de George Orwell. C'est la compagnie La Fleur du Boucan, porteuse d'un théâtre politique à destination du jeune et du tout public, qui nous invite à nous interroger avec malice sur la vie en société et notre rapport au pouvoir. Voilà, le 11 janvier, nous y serons, à l'Archipel. Hein? Oui. C'est un prix, c'est entre 10 et 12 euros le prix, c'est pas cher. Et après, nous aurons une petite communication de Clarisse Requena, docteur en lettres, qui a fait une thèse sur Mérimée et la Vénus-Dille. Et donc, elle nous parlera de son actualité et de l'actualité de Mérimée. On avait prévu de faire la conférence le 5 octobre, l'anniversaire de... Le 28. Le 28 septembre. Pas du tout. Jour anniversaire. Toujours. Mais c'est moi, je me suis trompé. Voilà. Et donc, on n'est pas loin, la date est bonne, on parlera de Mérimée. Ok, bon, à tout à l'heure. Bon, alors je ne vais pas, il est 6h moins 25, je ne vais pas parler trop longtemps, une demi-heure, voire 40 minutes s'il y a des petites questions, parce qu'après il y a Madame Requena qui va présenter, et puis surtout parce qu'il y aura un petit apéritif et que je crois qu'à 19h, quelle heure on doit lever le camp? D'accord. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez lu ou si vous connaissez La ferme des animaux. Si vous la connaissez, c'est bien parce que je n'ai pas à reprendre, à savoir toute la chronologie, ce qui se passe, puisque ces animaux vont renverser grosso modo Mr. Jones, et puis petit à petit vont se faire complètement magouiller, excusez-moi le verbe, mais bon, c'est vraiment ça, par les 3 cochons qui ont appris à lire. Les seuls qui ont vraiment appris à lire et qui tentent d'apprendre à lire à tous ces animaux. Sauf que ces animaux, alors comment on va interpréter ça? Soit on lit, alors je vais rentrer, mon axe, ce sera vraiment qu'est-ce que la lecture, quelle est l'attente pour ma part d'Orwell en termes de lecture. Qu'est-ce que c'est pour lui un bon lecteur, un vrai lecteur, un lecteur qui va vraiment répondre à son attente. Alors, si on lit uniquement La ferme des animaux comme une dystopie, évidemment, on part sur quelque chose d'archi-négatif, c'est-à-dire ces animaux n'auront jamais appris à lire, ils se font complètement donc enrôler et puis ils deviennent, je veux dire, des esclaves, vraiment quasi des esclaves au service de ces 3 cochons qui les mènent comme bon leur semble, et ça se termine très mal puisque Orwell, quelque part, il va surfer sur la vulgate stalinienne et va faire entendre tout ce qui s'est passé, à savoir les procès, etc. Et au final, ces animaux, en dernier ressort, si vous vous souvenez bien, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que ils regardent les cochons qui se sont super bien habillés et qui prennent le toast et tout ça, et puis là, la colère gronde quand même. Et il le dit, Orwell, hein, il le dit vraiment en une phrase, il le dit.
12 animals, etc. Ils sont en colère. Donc, et là, ça se termine. C'est-à-dire que nous, lecteurs, on imagine que ce système-là, terrifiant, ne pourra pas durer. C'est pas possible. Mais il a quand même cette dystopie, en quelque sorte. Elle court quand même de la page 1 jusqu'à la fin. Et là, tout le monde est d'accord avec ça. Mais si on considère que, si on ne lit La ferme des animaux que comme une dystopie, en quelque sorte, il n'y a pas vraiment d'ouverture. C'est-à-dire, quel est le rapport à l'histoire qu'on a, puisque, ok, on va faire le deuil, comme pour une tragédie antique, on suit les événements, catharsis, on fait le deuil, mais qui nous dit que ça ne va pas se reproduire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, et à nouveau, guerre, violence, on rédige soit des dystopies, soit des tragédies, etc. Et ça tourne en rond. On est dans un cercle continu. Et ça, c'est la perspective grecque. La perspective grecque, c'est on ne sort pas de ce cercle, on ne sort pas. L'histoire ne nous plombe en quelque sorte. On ne pourra pas en sortir. Mais pour ma part, dans ma lecture, je pense que c'est ce que Orwell a... C'est pour ça que j'ai appelé ça l'utopie dans la ferme. C'est que ces animaux-là, je me suis interrogée, c'est venu petit à petit, ils ne sont pas uniquement pris dans la dystopie. La dystopie, elle est présente. Pourquoi? Parce qu'Orwell, dans ce qu'il propose, c'est que notre lecture, on ne pourra se dégager, grosso modo, ou prendre conscience de la violence d'une dystopie. On ne peut en prendre conscience que si on la remet en mémoire. Et donc, son livre, c'est je vais vous remettre en mémoire cette dystopie. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire pour qu'on en sorte, en quelque sorte. Donc, il faut l'avoir en mémoire, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la perdre de vue. Et donc, je vais vous la déployer. Mais elle est seconde, elle n'est pas première. Ce qui est premier, c'est l'utopie. C'est-à-dire que les animaux, d'une certaine manière, ils sont portés par quelque chose de très très fort. Et pourquoi? Parce que ce sont des lecteurs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ce sont des lecteurs, c'est-à-dire ils se sont mis au service de l'écrivain qui, lui, a connu la violence de la guerre civile en Espagne, etc. Et donc, comment sortir de ça? Parce que c'est la quête d'Orwell, plus de justice, plus de liberté, etc. Eh bien, pour sortir de ça, il faut devenir de vrais lecteurs, c'est-à-dire savoir ne pas plonger tête baissée dans un monde un monde hyper censuré. Un monde qui vous propose rien, sauf fermer sa bouche, entre guillemets. Donc, il faut apprendre à lire. Apprendre à lire, ça veut dire être dans une langue transcendante, où on garde en mémoire des textes très, très, très anciens qui appartiennent, pour ma part, à la Bible, et qui nous rappellent que, il faut que le moulin, finalement, on peut le lire comme une allégorie, ce moulin qui est construit, reconstruit 2 fois et qui chaque fois capote. Donc ce moulin, c'est quelque part une allégorie, pour ma part, de la tour de Babel. Qu'est-ce qui se passe dans la tour de Babel dans la Bible? Dans la tour de Babel, tout s'écroule, etc. Parce que de toute façon, il ne faut pas qu'une langue, il faut plusieurs langues. Une langue, c'est le glacis de l'idolâtrie. Une langue, et on peut plus être dans les différences. Voilà, on n'est plus dans la différence. Donc pour moi, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est une allégorie de la tour de Babel, plusieurs langues et la différence. Pour la lecture, donc ça veut dire, on reprend, les animaux sont de vrais lecteurs, et cet alphabet qu'on essaie de leur apprendre, que les cochons essaient de leur apprendre, pourquoi ils n'en veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas l'apprendre? Et on prendra un extrait. C'est que justement, la dystopie, ils sont au service de l'écrivain, la dystopie, ils la connaissent, ils n'en veulent pas, donc ils ont anticipé, ils essaient d'anticiper pour que ça ne se reproduise pas, donc ils la refusent. Mais en même temps, ils sont doubles, parce que la dystopie, elle arrive aussi, puisqu'on doit la mettre en mémoire. Est-ce que je me fais comprendre? Oui? Bon, voilà. Donc, je reprends pour l'alphabet, et vous allez voir, on va juste lire cette histoire de l'alphabet
en regard du fait que les animaux, ce sont des résistants qui ne veulent plus de cette dystopie et qui la mettent à distance, et que nous, lecteurs, pensant qu'on est en dystopie, on croit que ce sont des imbéciles. Mais non, c'est beaucoup plus subtil. Donc, il dit, les cochons, eux, savaient déjà lire et écrire à la perfection. Oh, la perfection. Les chiens apprirent à lire assez convenablement, mais aucune autre lecture ne les intéressait que celle des 7 commandements. Donc les 7 commandements, qui est quand même l'axe central, la base, ces chiens qui ne veulent lire que les 7 commandements, c'est un peu les prêtres. On pourrait presque penser que ce sont les prêtres au service de la cité. Muriel la chèvre lisait un peu mieux que les chiens, et le soir elle faisait quelquefois aux autres la lecture de morceaux de journaux qu'elle avait trouvés sur le tas d'ordures. Alors elle, c'est l'informatrice, c'est-à-dire, bon, ben attention, je vous donne des infos, mais les vraies, pas celles qui sont truquées, les vraies. Qu'est-ce qui se passe dans la ferme? Benjamin, alors ça j'adore, Benjamin c'est l'âne. Benjamin pouvait lire aussi bien que n'importe quel cochon, mais il n'exerçait jamais son talent. Et ça, j'adore. Pourquoi? Parce que ça veut dire, moi, l'âne, je sais que ce que vous faites là, c'est tout votre mise en route du nouveau monde où on va être tous égaux, etc. Mais tout ça, c'est du fake. J'en veux pas. J'en veux pas. Et donc, il n'intervient pas. Et ça m'a alerté, cette phrase de Benjamin, l'âne qui ne voulait pas intervenir. Ça m'a alerté. Je crois que c'est ça qui a été un peu le déclencheur. Voilà. D'après lui, rien ne méritait d'être lu. On n'en veut pas de tout ça. Fleur de trèfle, alors fleur de trèfle en anglais, je ne sais plus, apprit toutes les lettres de l'alphabet, mais elle était incapable de former les mots. C'est-à-dire que cet alphabet, il est tellement, improbable, inepte, et elle n'en veut pas. Elle ne peut pas former de mots. C'est-à-dire, elle aussi, elle bloque. Elle bloque. On ne veut pas de cette novlangue. Hercule, alors après nous avons Hercule le cheval. Hercule ne put aller au-delà de la lettre D. Il traçait dans la poussière de son grand sabot les lettres A, B, C, D, puis demeurait immobile, les oreilles rabattues, à les contempler d'un regard fixe, secouant quelquefois son toupet, faisant de grands efforts pour se rappeler les lettres suivantes, sans jamais parvenir. Pareil, alors lui, il veut bien apprendre la novlangue jusqu'à la lettre D, mais après, stop, j'en veux plus de tout ça. Donc il y a comme ça une espèce de type, il crée des types par rapport à chaque animal correspond un petit peu à un type, et lui, moi je pense que lui, c'est celui qui, c'est le lecteur qui a du mal à faire la synthèse, il ne sait pas faire de synthèse, il a une vue parcellaire des choses. Voilà, il réussit quand même à plusieurs reprises à apprendre E, F, G, H, mais les ayant retenus, il découvrait chaque fois que A, B, C et D lui étaient sortis de l'esprit. Et donc, en plus, il arrive vraiment, lui, il a des soucis, quoi. À la fin, voilà. Donc, et puis on arrive au final, aucun des autres animaux de la ferme ne put aller au-delà de la lettre A. Alors là, c'est justement le gros de la troupe, c'est-à-dire, ça y est, elle est derrière nous, la novlangue. On n'en veut plus, on ne la connaît plus, on ne sait plus la lire. Ça y est, elle est derrière nous. Donc, Orwell, il nous projette très loin devant, où on a été vraiment les bons lecteurs, et on a pu se dégager de toute cette violence liée à la novlangue. Mais en même temps, pour ce faire, il faut mettre en mémoire la dystopie qu'elle provoque, cette novlangue. Voilà. C'est bon, est-ce que je me fais comprendre? Oui, c'est-à-dire qu'il y a 2 textes en fait, imbriqués l'un dans l'autre. C'est une novlangue, c'est le vocabulaire. Ah, oui, ben, la novlangue en quelque sorte, c'est Orwell qui a inventé ce mot, c'est la langue, ce qu'on dit aujourd'hui du fake, c'est-à-dire pas crédible, elle n'est pas crédible, rien n'est crédible. Les journaux vous donnent des infos, c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Snowball, c'est l'ennemi impossible. Alors, Snowball, oui, Snowball, c'est le cochon qui va se faire sortir de la ferme. Vous vous souvenez, c'est l'ennemi numéro 1. Alors, on ne sait pas. Alors, une fois, c'est l'ennemi. Une fois, il travaille pour la ferme A. Une autre fois, donc, c'est le brouillage des signes complets. On ne sait plus. On ne peut plus lire. On ne peut plus lire. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on reçoit n'est plus, ne nous porte plus, mais nous embrouille.
Et c'est vachement actuel, ça, quand même. Parce que vous savez plus. Ah oui, la novlangue, c'est enfin, tout ce qui peut être par rapport à l'ordinateur, etc. Enfin, il y a tout est un peu mis en anglais avec des termes particulièrement difficiles, enfin, qui paraissent être uniquement réservés à une certaine élite. Au niveau de la communication aussi, je trouve tout ce qui peut être... Ah, vous voulez dire les néologismes, oui, les acronymes et le tout ça? marketing, dans le marketing Oui. aussi. Oui. Il y a une langue un peu particulière. Enfin, on parlait des livrables, des conseils de communication, enfin des cabinets de conseil. Et c'est pareil, ils sont dans un mi-anglais, il y a des traductions avec des mots qui sont... et donc je trouvais que c'était vraiment... Oui, c'est-à-dire que vous-même, vous n'arrivez pas à décoder. Ben, Vous n'avez pas le décodeur. Oui, non, mais je pense que c'est... Enfin, on se sent en résistance parce qu'on se dit que c'est quand même une autre façon. Enfin, pour moi, c'est c'est une façon de nous déconnecter ou de nous obliger à rentrer dans un processus qui n'est pas... Enfin, quand on pourrait s'exprimer différemment, quoi. Donc, pour moi, c'est déjà une langue... une autre langue, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est bien, ça correspond. On ne comprend pas. Non. Et les animaux, en quelque sorte, en termes dystopiques, ils sont pareils. Là, si je relis l'histoire de l'apprentissage de l'alphabet par le filtre de la dystopie, eh ben, c'est autre chose qu'on va voir. C'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à lire plus que la lettre A, ben, c'est les analphabètes qui vont être mis de côté. Puis de toute façon, on n'en a rien à faire, quoi. Ça, ils ne savent pas lire, ils ne sauront pas lire, et puis on ne va pas chercher à les faire lire. Parce que de toute façon, on a décidé qu'ils ne savent pas lire, qu'ils ne savent pas lire. Vous voyez? Et donc, eux, ils sont complètement exclus. C'est des exclus. Ceux qui ne pourront jamais lire, qui ne pourront jamais ouvrir un livre. Oui, les gens qui, par exemple, ils en parlaient l'autre fois, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, Oui. et qui finalement ont des difficultés pour se brancher, pour prendre des billets de train, pour prendre... ouais, mais ça c'est tout un tas de gens qui finalement, par rapport à ça, sont pénalisés. Oui, sont laissés de côté et sont considérés presque... Alors il y a les militants qui ne veulent pas trop se laisser enfermer dans des choses parce qu'on sent qu'au fur et à mesure, on n'aura plus de service public. Tout passe par il faut tout enregistrer par ordinateur et tout. Et donc, il y a des gens qui sont laissés de côté, et parce qu'ils n'ont pas les moyens, et parce que... Oui, parce qu'on vit dans une société extrêmement normée, technologique, où la techné, elle a pris le dessus, quoi. Où tout est super encadré, même les réseaux éditoriaux. C'est-à-dire, vous faites partie de la case, etc. Sinon, vous voyez, oui, ce que vous comprenez. Oui, on comprend bien. Ouais. Allez-y, madame. Quand Orwell a écrit ça, l'informatique n'existe pratiquement pas. Donc c'est quelque chose qui est récurrent dans l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a eu le caste qui s'impose, qui impose ses Exactement. et qui veut que tout le monde... Alors, nous sommes rentrés d'abord dans une société de consommation, c'est le time isolé, etc., etc. Et les gens ont été entraînés malgré eux. Oui, ils sont obligés. À quoi rêvent les jeunes? À être influenceurs, rendez-vous compte? Pas de sentir qu'on forme société. Or, quand est-ce qu'une société se constitue? Quand il y a un ennemi commun, c'est le catalyseur. Quand on se sent tous en danger. Peut-être maintenant, on parle d'écologie, on se sent là tout petit par rapport à... Mais il y a toujours eu au cours de l'humanité, bon, que ce soit... Maintenant c'est l'anglais, mais c'était le latin, auparavant le grec, mais peu importe. Peu importe, c'est un éternel recommencement. Mais justement, non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est la phrase la pire qui puisse... Non, justement, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que de toute façon, comment dire, vous mangez des carottes sous cellophane, il y a un siècle, on n'en avait pas... Je ne sais pas comment dire. Les choses... Il y a une évolution. Justement,
les jeunes qui vivent sous l'emprise, entre guillemets, de la technologie, des réseaux sociaux, etc. Parce que c'est leur monde, c'est devenu leur monde. Voyez? Et ça n'existait pas il y a... Donc, est-ce que c'est pas un éternel recommencement, justement? Est-ce qu'il va être pérenne? Ah, mais pourquoi il serait pérenne? Voilà. Après, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on peut échanger de toute façon. La langue dans son esprit, hein, c'est la langue de la bureaucratie stalinienne, par Bien exemple. sûr, bien sûr. C'était un libertaire, un anarchiste Bien qui se bat sûr. pendant la guerre d'Espagne. Absolument. Et qui sera blessé. Voilà. C'est un libertaire qui Et compte c'est pour ça qu'il la déploie. Ce discours de la propagande. Absolument. Et la censure. La culture. La censure. Ah oui, la censure. La censure. Ça, c'est sûr. Parce que la censure, c'est un ingrédient majeur de ce monde-là. La guerre civile, 36-39, il est enrôlé dans les brigades internationales, et donc il a une conception de l'histoire un peu marxiste, qui croit au progrès. Alors que tu as parlé au début de la conception cyclique du temps dans l'Antiquité. Chez Oui. lui, non. Mais justement, parce que cette utopie-là, d'où elle vient, d'où elle provient, elle se nourrit à quoi? Elle se nourrit à la Bible, mais pas chez les Grecs, ni les Romains. Et là, il y a une séparation. Dans le monothéisme, pas dans le polythéisme, tu vois? Dans le monothéisme, c'est-à-dire que, c'est pour ça que j'ai vu, si tu veux, dans le moulin, si tu es en dystopie, le moulin, c'est... tu n'en finis jamais, quoi. Ça y est, tu construis, tu reconstruis, ça n'en finit jamais. Et tout ça, la gloire de qui? De Napoléon. Parce que ça, c'est pour Napoléon, n'est-ce pas? Napoléon, bon, c'est l'équivalent de Staline, quoi, grosso modo. Quel Napoléon? Napoléon dans son histoire. Non, le Napoléon de l'histoire. Voilà. Mais si tu es en version utopique, pour moi, ce moulin, c'est la tour de Babel. C'est la tour de Babel qui s'est écroulée dès lors qu'il n'y a plus qu'une langue. Non, il ne faut pas qu'une langue. Il faut plusieurs langues. Il faut la différence. L'expression de la différence. Alors que en dystopie, non. Tout le monde obéit, tout le monde travaille et tout le monde glorifie Staline. Tu vois? Et ça n'en finit jamais. Voilà. Il y en a beaucoup qui recherchent l'unité parce que ça les rassure. Oui, mais l'unité, c'est Dieu. Grosso modo. Enfin, Et on n'est pas dans l'unité, nous. Pour moi. Non, mais on veut garder quand même son libre arbitre. C'est-à-dire. Ah ben oui, mais justement, donc il faut construire un monde où ce libre arbitre puisse s'exprimer. S'il ne peut pas s'exprimer, il n'y en a plus. Voilà, s'il y a d'autres questions. Si on... Non, simplement, c'est que Orwell, de toute façon, il a des choses qui reviennent comme ça, c'est un obsessionnel, un peu comme le cheval qui dit je vais toujours travailler, je vais travailler cette fois, et qui dit cette fois je vais travailler plus, c'est un obsessionnel. Il revient toujours sur ce qui l'occupe. Et là, par exemple, notamment la censure, je voudrais vous lire ça parce que j'aime bien. Alors ça, c'est Orwell, une histoire birmane, c'est bien avant, hein, et c'est pas un roman extraordinaire, mais déjà, il y a tous ces thèmes qui sont placés dans ce roman. Et notamment concernant la censure, c'est très beau, quoi. Il dit, donc il est en Birmanie, et il a un personnage qui est complètement, qui est en distance vis-à-vis des autres. Grâce à la présence de l'armée, les fonctionnaires et les hommes d'affaires peuvent poursuivre à peu près tranquillement leur petit bonhomme de chemin, même si ce sont des imbéciles. Et la plupart d'entre eux sont effectivement des imbéciles, des gens ternes, convenables, chérissant et fortifiant leurs sottises derrière le rempart de 250 000 baïonnettes. Vivre dans un monde pareil a quelque chose d'étouffant, d'anéantissant. C'est un monde dans lequel chaque mot, chaque pensée est soumis à censure. On a peine, en Angleterre, à se figurer une telle atmosphère. En Angleterre, chacun d'entre nous est libre. Nous vendons nos âmes en public et les rachetons en privé au milieu de nos amis, etc. Voilà, et il dit le franc-parler est inconcevable. Toute autre espèce de liberté est permise, etc. Donc là, déjà, il canarde, quoi.
Les êtres ont leur vie extérieure, leur vie sociale et aussi une vie intérieure. Oui, madame, oui. Alors, comment on peut juger, dire celui-là est un imbécile? Extérieurement, Mais il ça, va c'est ça. paraître à vous imbécile et Oui, mais lui, là, c'est dans sa plume d'écrivain. C'est-à-dire que il a pris la plume et comme il construit comment dire, son projet littéraire, parce que je considère que chaque écrivain a un projet littéraire que nous avons enfin, que nous pouvons découvrir ou pas, eh ben, il y va, quoi. Il y va. Et pour lui, écrire, c'est justement ne pas être dans la censure, justement. Parce que dans 1984, je me souviens mal, mais je sais, Arslan, que tu le connais très bien, eh ben, comment il échappe à la censure, le personnage principal? Parce qu'il a un journal, le journal, il écrit dans son journal. Et dans son journal, c'est privé. Personne ne vient lui dire, ah non, ça, tu vas pas, ça... Donc, c'est très important pour lui de se sentir libre dans la langue qu'il emploie. Et pas se dire, ah ben là, ça, je peux pas le dire. Ah ben ça, je peux pas l'écrire, comme dans la com. La com, c'est ça. Vous pouvez dire que des choses positives. Et je le dis à un moment donné, l'antithèse est brisée. Vous faites de la com, il faut dire que des choses positives. Vous n'allez pas dire, ah c'était raté, non, non, mais elle a, comment dire, la chroniqueuse a bafouillé, etc., etc. Non, vous allez dire, c'est... Et ça, vous n'avez pas la liberté de dire ce que vous voulez. C'est pas possible, vous le faites pas. dans son fort intérieur, on peut dire ce qu'on veut. Ah ben bien sûr, ça c'est vous, oui. Mais quand vous communiquez sur je veux dire, les canaux institutionnels comme les journaux, la télévision, etc. C'est que vous voulez influer, c'est que vous voulez vous montrer. Non, c'est un métier ça, après journaliste, tout ça. Oui, c'est un métier. Si on en fait son métier, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on pense pouvoir influencer, pouvoir agir. Ah oui, bien sûr, oui. Or, tout être humain a sa part. Mais cette part-là, vous l'avez construite, c'est-à-dire votre façon de penser. Votre façon de penser, c'est parce que vous avez, je veux dire, vous êtes dans les influences du monde extérieur. Il y a la télé, il y a plein de choses. Oui, mais il n'y a pas que la télé, il y a... ah, mais il n'y a pas que la télé. Il y a tout ce qui fait on ne s'enrichit pas uniquement par l'intellect. L'intellect, finalement, c'est comme un ordinateur. Avec ah oui, non, non. de la Moi, RAM et de la non, non. C'est-à-dire, on arrive au monde avec... C'est une machine à calculer avec un certain nombre de programmes enregistrés, qu'on appelle l'inné. Et après, il y a l'inné et il y a ce qu'on acquiert au contact des autres. Oui, oui, mais tout ça, ça se fait par la langue. Ce qui intéresse Orwell, c'est la langue, le rapport à la langue et à la lecture. Et donc, le fait d'être des hommes libres, c'est-à-dire de ne pas construire un monde qui serait figé, idéologique, censure, etc. C'est ça, comment dire, la quête d'Orwell. Voyez? Voilà. Sur ce, je termine. Oui. Oui, mais est-ce que c'est valable? Enfin, toutes les considérations qu'on vient d'émettre, sont-elles valables pour tous les peuples? Alors, évidemment, je sors d'Orwell. Ouais. Voilà, je ne sais pas, un peuple d'Amazonie, un peuple mongol, un peuple même qui n'a pas d'écriture, ce qui ne veut pas dire du tout que ce soit Oui, pas comme les Incas. un intellectuel, comme les Celtes, les Druides, les Gaulois, etc., par exemple. Quel est le rapport au monde, à la connaissance? Ça rejoint un peu ce que vous disiez d'ailleurs. Oui, oui, voilà, on a voilà, tous le rapport à la notre... nature, d'un aborigène d'Australie, etc. quoi. Il y a des choses qu'on ressent et sur lesquelles on ne peut pas mettre des mots. Alors qu'une langue apprise nous impose. Non. Oh, C'est quand vous ne pouvez pas mettre de mots. Alors là, j'ai envie de vous lire un extrait de la Colima, là, extrait de la Colima Varlam Shalamov. Lui, c'est sa grande souffrance. C'est un écrivain. On le prive de livres. Un écrivain, on le prive de livres, on le fout dans le goulag et tout ça. Eh bien, c'est un malheur pour lui. Il souffre. Il le dit d'ailleurs. C'est Sartre qui a été interné en camp de concentration pendant la guerre, a dit « Je n'ai jamais été aussi libre que pendant cette occupation, pendant le camp de concentration. » Pourquoi? Parce que
dans son esprit, on peut nous blesser, nous torturer, nous brûler, mais notre esprit, on ne peut pas le prendre, vraiment. C'est une autre problématique quand même. Quoique les redressements, quand le maoïsme a essayé de changer le Cambodge, a essayé de changer les têtes, de créer un homme nouveau. Ah, Il y a des bouchons qui sont. oh, ah non, maintenant, pas encore. Voilà, moi je vais vous lire l'extrait de Varlam. Je terminerai là-dessus pour vous répondre, madame. Hein. Donc, Varlam Chalamov, vraiment un grand monsieur pour moi, qui écrit dans Prébaï, donc un récit de la Colima. La montagne dénudée était transformée en une gigantesque scène de théâtre où allait se jouer un mystère du camp. La fosse, la tombe commune des détenus, une grande fosse en pierre bourrée jusqu'en surface de cadavres non décomposés, avait commencé à s'ébouler dès 1938. Les corps s'étaient mis à glisser sur le flanc de la montagne, révélant le secret de la Colima. À la Colima, on dépose les corps non pas dans la terre, mais dans le rocher. La pierre garde et révèle les secrets. La pierre est plus sûre que la terre. Le permafrost garde et révèle les secrets. Tous nos proches qui ont péri à la Colima, tous ceux qui ont été fusillés, battus à mort, saignés à blanc par la faim, tous peuvent être identifiés même après une dizaine d'années. Il n'y avait pas de four crématoire à la Colima et les cadavres attendaient dans le roc, dans le permafrost. Ça, il a pu écrire, parce qu'il a retrouvé les mots. Voilà. Il y a une grande littérature des camps de concentration. On connaît Solzhenitsyn, il y a Primo Levi, un des meilleurs livres, hein, c'est un homme, et le mari de Marguerite Duras, c'est un très beau livre. Oui, hein. Antelme. Robert Antelme. Ça, c'est un très beau livre. Ouais. Bon, mais je vais laisser place. Non, mais Attends, d'abord, je vais donner continue. donc, à Myriam un souvenir. Oh, Bon, une bouteille de notre partenaire Oui. L'Étoile, encore un merci, bagnoul. merci. Et puis un livre. Donc c'était Anne Roche, qui est prof d'université à Aix-Marseille, qu'on a invité ici et qui a eu le prix Walter Benjamin en 2021. C'est un très beau livre, parfois un peu difficile, mais à méditer. D'accord, Voilà, merci. bonne lecture. Merci beaucoup. Et l'apéritif a lieu ce soir en raison du prix décerné à Myriam. Bon, D'habitude, merci. on ne fait pas On ne d'apéritif. fait pas d'apéritif d'habitude. Donc, C'est vrai en plus, c'est vrai. Alors attends, je vais pousser ça pour Thérèse. Clarisse. On perd pas de temps, Clarisse. parce qu'il Moi, je faut dis qu'on Thérèse. ferme. Je vais aller très vite, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Ça, je Encore une heure. Merci beaucoup, Myriam. je t'en prie. Bon, je prends quand même mon petit guide Anne. C'est juste parce que pour la ferme des animaux, n'est-ce pas, hein. Alors, tout est parti en fait d'un malentendu, j'allais dire d'une méprise, hein, c'est pour plagier un titre. Le micro, non? Ah oui, pardon. Excusez-moi. Elle a la voix, mais... C'est vrai que je n'ai pas de voix. Moins de voix. Comme moi. Ouais, c'est moi. Bon, alors voilà, donc je disais, tout est parti d'un malentendu parce qu'en fait, on m'avait dit à l'origine, enfin, c'est ce que j'avais cru comprendre plus exactement, l'intervention de Myriam Mas, hein, magnifique, aura lieu le 28 septembre. Et j'ai fait remarquer à Jean-Pierre Bonnel, mais le 28 septembre, c'est l'anniversaire de Mérimée. Et donc, c'est pourquoi il m'a dit, eh bien, tu parleras 5 minutes de Mérimée, tout simplement. Alors ce fameux Prosper Mérimée, comme chacun sait, qui est né en 1803, qui est mort en 1870, qui est un écrivain, mais aussi qui devient vite inspecteur général des monuments historiques, et qui, à l'occasion de sa première tournée, eh bien, se rend dans le Roussillon, et qui fait suivre cette tournée dans le Roussillon d'une œuvre de fiction, qui est en aucun cas un documentaire, etc., qui s'intitule La Vénus d'Ille. D'ailleurs, Myriam Mas a des anecdotes très amusantes à nous raconter, quand tu as emmené tes élèves à boule ternaire, que c'est pas toi qui as... Non, moi j'ai provoqué la Vénus et elle m'a fait... C'est ça, exactement. On est bien Elle d'accord. m'a fait tomber. Bon, voilà, je n'en dirai pas plus, mais je vais, puisqu'on m'a dit l'actualité de Prosper Mérimée,
je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas présenter quelques ouvrages que je ne vends pas, c'est juste pour les montrer. Par exemple, ce catalogue d'une exposition qui s'est tenue tout récemment au château de Compiègne. Comment dire, 45 €, mais il est absolument magnifique. Et comme c'est bientôt Noël, enfin bon, on commence à y penser. Ou sinon, on peut le consulter, ou demander à le consulter en médiathèque éventuellement. J'ai apporté aussi une nouvelle édition de Prosper Mérimée, les lettres à Madame de La Roche-Jacquelin, qui est une aristocrate vendéenne, etc. Les lettres, on les connaissait déjà, mais Thierry Oswald, qui est aussi un spécialiste de Mérimée, eh bien, les republie. Il est allé aux archives, notamment à Avignon, il les a vérifiées, ces lettres, et il les a complétées. Sinon, elles existent déjà dans la correspondance générale de Mérimée en 17 volumes, qui a été publié par Maurice Parturier, un immense spécialiste. Et que dire? Alors, j'ose parler de moi-même, hein, ça ne se fait pas. Heureusement, je ne suis pas trop british, même si on ne me présente pas, je parle de moi. Eh bien, j'ai le même éditeur, Mérimée sous le signe de Vénus, que j'ai publié cette année, en 2024. Donc, c'est un recueil, comment dire, de tous les articles que j'ai écrits pendant 20 ans, enfin, de certains, d'un choix d'articles, une anthologie, revue, corrigée, augmentée, etc. Et on y parle beaucoup du Roussillon, bien sûr, sur le plan littéraire, mais toujours en rapport avec Mérimée, bien sûr, un petit peu archéologique, mais enfin, moi je suis en littérature. Et puis alors, c'est décidément, je fais ma promotion, mais je n'y peux rien. Le 23 janvier, à l'occasion des Nuits de la lecture dans les médiathèques de France, eh bien, à la médiathèque Prosper Mérimée de Saint-Cyprien, j'interviendrai sur le thème imposé cette année des patrimoines, et je parlerai de la littérature populaire comme patrimoine. Bon, alors je ne vais pas tout dévoiler, il sera question de Jean-Jacques Ampère, cet immense érudit, cet éruditissime, de Claude Fauriel, enfin tous ces grands spécialistes de la littérature populaire, considérés au XIXe siècle, et notamment par Mérimée, puis par Napoléon III, Ampère, etc., comme patrimoine culturel. Et je serai accompagnée normalement d'une flûtiste pour illustrer le thème des chants populaires, notamment, bien sûr, ceux du Roussillon. Bon, après, c'est le 4 mars, mais là, ça nous envoie trop loin, où je serai... c'est carrément une tournée internationale à Saint-André, parce qu'il y a bien au moins 10 ou 15 km de Saint-Cyprien. Voilà. Je vous remercie, et merci à Myriam, et félicitations.